Adélaïde Defont, bonjour. Merci d'être avec nous à ce micro. Alors, tu es la responsable des ressources humaines et de la marque employeur d'une belle société qui s'appelle MAT, Matelin après peinture. Tu vas nous en parler dans quelques instants. On est là pour parler RH, innovation managériale. Ma première question, c'est peut-être de présenter un tout petit peu ton activité de RH et ta conception de ce que c'est aujourd'hui qu'un DRH dans une PME. Bonjour. Tout d'abord, donc MAT après teinture, effectivement, donc c'est une PME qui est spécialisée dans l'ennoblissement textile. Et moi, je suis donc responsable ressources humaines et marque employeur là-bas depuis un petit peu plus d'1 an. Et du coup, je gère tout ce qui va être cadre réglementaire, l'administration du personnel, etc. Et j'amène un petit truc en plus, justement, avec la marque employeur, que je reviendrai dessus tout à l'heure. Oui, c'est ça, parce que ça va être un peu l'idée de l'innovation, justement, dans une PME où il y avait un peu tout à inventer. On va voir comment tu t'y es pris. Et justement, quand on parle de marque employeur, comme ça, c'est quoi ta définition aujourd'hui de la marque employeur? Pourquoi est-ce qu'on a été obligé de mettre un nom dessus sur ce terme-là? En PME, en fait, on est obligé d'être très polyvalent, surtout sur un poste où, en général, on est tout seul en ressources humaines. Et on a aussi aujourd'hui une notion qui est très importante, donc la marque employeur. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous permettre, en fait, d'amener de la communication aussi aujourd'hui, qu'elle soit interne ou externe. Et aujourd'hui, il en manquait un petit peu dans la société où je suis. Et du coup, l'idée, c'était d'amener ça, de la communication, pour qu'on partage plus d'informations et qu'on partage plus de choses aussi vers l'extérieur. Alors, tu parlais d'ennoblissement, c'est un terme très spécifique au métier du textile. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est ? C'est aussi un vrai savoir-faire, l'ennoblissement. C'est un vrai savoir-faire. On n'est plus très nombreux aujourd'hui en ennoblisseurs français. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va recevoir le tissu de nos clients. On va le traiter, donc le teindre, donc pour ça la teinture. On va lui mettre des colorants. Et ensuite, on va l'apprêter, donc en fonction du cahier des charges de nos clients. Donc ce qu'il aura besoin pour son tissu, si c'est des EPI ou si c'est de la voile à bateau, ça va être un petit peu différent. Et le rendre hydrofuge, etc. Tout ce qui se finit en fuge, du coup. D'accord. Et c'est quand même donc très technique. C'est de l'industrie, en fait. Il y a des machines, oui. Ça marche beaucoup avec des machines. Oui, on a un parc machine qui est assez important. Et du coup, on a aussi des hommes pour faire fonctionner. Qui savent se servir des machines. Exactement. Parce que tu l'évoquais rapidement, mais ça a presque 100 ans, cette entreprise. Ça a 100 ans cette année. En 2025, ça a été créé en 1925 du coup. Et donc on va fêter ça, je pense, d'ici la fin de l'année. Voilà, avec les collaborateurs, ça a été déjà fait un petit peu cet été. Et l'idée, c'est qu'on ouvre aussi à vraiment... Clients, partenaires. Voilà, aux clients, partenaires et à tout le monde. Là aussi, un savoir-faire français, tu dis, vous êtes plus si nombreux à faire ça ? Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on estime qu'on n'est pas concurrents, mais on travaille plutôt ensemble, justement, pour garder ce savoir-faire français. Alors, on est là pour parler un peu de RH. Selon toi, qui est justement en train de travailler à l'organisation, à structurer un service RH dans une PME, quels sont les principaux enjeux auxquels tu es confronté quand on te parle de RH aujourd'hui dans ta structure ? Qu'est-ce qui a été ton premier challenge ou ta première envie ? Alors, quand je suis arrivée du coup chez Matelin, je travaillais avant en fait dans le recrutement pour l'industrie plus généralement. Donc, j'ai vu qu'il y avait quand même des gros problèmes de recrutement dans l'industrie en général. Il y a vraiment des profils qui sont pénuriques, etc. C'est lié à quoi ? C'est un peu parce que l'industrie, ça a un côté quoi, un peu vieillot, un peu trop gros, un peu dépassé Pas forcément trop gros, parce que de la grosse industrie à la petite TPE, enfin même artisanale, on a des soucis de recrutement. C'est plus qu'aujourd'hui, on avait un savoir-faire qui est assez important, avec des personnes qui faisaient quasiment toute leur carrière dans l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai encore une dizaine de collaborateurs qui sont là depuis 40 ans. Et des nouvelles générations qui arrivent avec des nouvelles envies, des nouveaux besoins et une nouvelle conception du travail, en fait. Donc, tu as un peu comme à la fois un choc de culture et un choc de génération, exactement, quelque part. Exactement. Sans être dans la caricature, c'est parce que parfois on entend des tas de choses. Non, mais au début, quand je suis arrivée chez Matelin, on m'a dit il y a vraiment un conflit entre ces générations-là. Au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, non, moi pourtant, je suis assez jeune. J'ai toujours eu travaillé avec différents collaborateurs et ça s'est très bien passé. D'âges différents. Et en fait, c'est vrai qu'il y a quand même ce conflit-là. Alors, je dirais, je sais pas si on peut l'appeler conflit, mais en tout cas, il y a une incompréhension
entre voilà, des personnes qui ont fait toute leur carrière chez nous, qui pour eux, le CDI, c'était hyper important. On tient vraiment à son CDI et à sa carrière. Et puis, des nouvelles générations où on se dit, un CDI, si j'en veux un demain, j'en aurai un autre. Et voilà, on a moins le rapport au travail et vraiment à la différent. fidélité dans Exactement. le travail. Donc, c'est aussi là-dessus que tu as travaillé. Dans l'industrie, c'est aussi un monde un peu traditionnellement un peu plus peut-être masculin, etc. Est-ce qu'il y a aussi cette distinction, le fait que toi-même tu sois peut-être une femme RH, est-ce que ça a créé des difficultés ou est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans cette industrie d'ailleurs? Non, on n'est pas très nombreuses. On est plutôt sur des postes... alors en production, on a quand même une femme. Après, on est plutôt sur des postes administratifs. Et on n'est pas très nombreuses. Sur 47, on doit être 7 femmes. D'accord, donc ça bouge mais doucement. Oui, dont 2 que j'ai recrutées récemment. Donc on le disait, c'est une PME, c'est différent. Quelle a été ta priorité? Tu me disais, en fait, il n'y avait pas vraiment de management dans cette entreprise. Donc, quelle a été un peu l'idée de cette innovation managériale, justement? En fait, c'est ça. Quand je suis arrivée, au niveau de la comment ça fonctionnait, du fonctionnement, c'était plutôt très hiérarchique. On avait le directeur de production, les chefs d'atelier, les chefs d'équipe, mais très peu de communication entre eux et très peu de management. J'avais pas de besoin qui ressortait vraiment du terrain. Et du coup, l'idée, c'était tout simplement de dire, OK, j'arrive, le service RH, il est récent, il y a tout à construire, donc qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire quelque chose de vraiment intéressant pour cette entreprise, c'était d'amener du management vraiment transverse et d'amener finalement les ressources humaines au service des collaborateurs et de vraiment qu'on travaille dans le partage et tous ensemble, quoi. Qu'est-ce que ça t'évoque d'ailleurs quand on parle d'innovation, pourquoi est-ce que tu avais souhaité participer à ce programme un peu collectif avec Unitex? L'innovation pour toi, c'est quoi en fait? L'innovation, ça va être d'amener des nouvelles idées, en fait, finalement, et de faire en sorte qu'elles se concrétisent et qu'elles durent, surtout aussi. Ouais, c'est installé dans le temps qui est peut-être plus difficile. C'est plus difficile. D'ailleurs, tu me disais, et je crois que c'était pas forcément simple, c'est quand tu es arrivé et que tu as essayé de mettre en place un certain nombre de dispositifs, tu as été plus ou moins bien reçu peut-être par les anciens qui avaient l'impression qu'il y avait beaucoup de vent, mais qu'ils n'y croyaient pas tant qu'ils n'avaient pas vu un peu ce qui se passait. C'est ça qui était difficile aussi à faire comprendre? Oui, déjà, faut qu'on apprenne à se faire confiance mutuellement. Et puis, voilà, souvent, on peut être réticent aussi en changement. Ça, c'est un petit peu humain, en fait, de se dire, moi, ça, c'est confortable. Pourquoi on vient changer mes habitudes? Et du coup, l'idée, c'est de leur expliquer pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va leur apporter aussi de le faire, et qu'on réfléchisse ensemble à comment on va le faire. Donc ça passe quand même au début par de la communication. Est-ce que tu as quelques exemples? Alors je sais que tu avais créé peut-être des documents spécifiques en termes de communication. Est-ce que tu as quelques exemples d'outils que tu as mis en place comme ça au fur et à mesure de ton année? Alors déjà, il y a le Matinfo. Donc le Matinfo, en gros, c'est une petite gazette que j'ai créée qui est trimestrielle et qui permet en fait de communiquer avec les collaborateurs, de leur faire vraiment partager des informations, pas forcément que sur des ressources humaines, mais aussi sur la partie RSE, l'environnement, ce qu'on peut faire. Voilà, on a installé des ruches récemment et du coup, c'était de communiquer là-dessus, de remercier aussi les gens qui sont partis à la retraite. Donc voilà, parfois on met un petit portrait avec des remerciements pour cette personne-là, de communiquer sur la partie commerciale aussi, sur les salons qui vont être à venir, etc. Faire remonter parfois juste une petite règle légale quand même, parce que du coup c'est important, voilà, de recadrer aussi. Et voilà, ça permet et il y a un petit encart en fait sur cette gazette qui permet aussi aux collaborateurs de faire remonter des idées, des informations, voilà, qu'ils ont envie de connaître ou Qu'est-ce que tu as d'autre comme exemple d'outils que tu as essayé de mettre en place petit à petit pour construire cet état d'esprit? Tu appelles ça comment d'ailleurs? C'est quoi? C'est transmettre un état d'esprit? C'est une culture d'entreprise? C'est quoi l'idée derrière? L'idée aussi, c'était de construire un comité de pilotage qui soit fort, avec chacun finalement son périmètre et son expertise, mais qu'on travaille vraiment tous ensemble. Donc un autre outil qui a été mis en place aussi, c'était les minutes sécurité. La sécurité, voilà, en industrie, on sait que c'est important.
encore une fois, parfois, ça peut être un peu plus pris à la légère selon les cas. Et l'idée, c'était de finalement repartager encore des informations, sécurité, 1 minute, où le responsable QHSE va sur le terrain, chaque équipe, etc., et fait une petite minute en parlant d'un sujet différent chaque semaine. Et en fait, c'est hyper intéressant et ça permet aussi aux gens de parler et de voir la sécurité plus comme quelque chose de ludique que de pénible et de cadré. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a une approche différente par génération? Parce que moi, j'aurais tendance à dire peut-être que les anciens, à la fois, ils connaissent, mais parfois, ils ont peut-être tendance à oublier. Les jeunes, ils s'appliquent peut-être un peu plus, ou est-ce que entre binômes comme ça, Alors ça, c'est vraiment l'affaire de tous. Hein. Ouais. Je pense que voilà, il y a un peu de tout. Et l'idée, c'est que le responsable QHSE, c'est quelqu'un qui est aussi d'une trentaine d'années, qui est plein d'idées, plein d'optimisme, et du coup, voilà, qui a amené son petit truc, et ça plaît et aux anciens et aux nouveaux, Tout ce qui aux est plus jeunes. enquête aussi sur la prévention des risques psychosociaux, etc. Est-ce que c'est aussi des éléments qui te permettent peut-être d'apprécier, j'allais dire, comment ça prend, puisque ça fait 1 année que tu as mis ça en place, donc c'est pas toujours facile à évaluer, mais comment est-ce que tu sais qu'il y a un impact? Comment est-ce que les gens réagissent? Est-ce qu'il y a des témoignages? Déjà, on a eu un taux de retour donc, par rapport à justement cette enquête RPS, donc risques psychosociaux, qui était assez important, parce qu'on a eu 65% de retour. Donc c'est déjà, on est plutôt satisfait. Et on était aussi plutôt content des résultats, puisque finalement, on était plutôt dans le vert, orange-vert, que dans le orange-rouge, comme on pensait. Donc les gens s'expriment, ils se sentent plutôt bien. Et en fait, ça nous a permis aussi de voir là où on pouvait continuer à s'améliorer, les points les points d'attention, de vigilance qu'on devait avoir. Dans les années à venir, là, comment est-ce que tu vas poursuivre cette innovation de discussion, d'échange et de partage? Est-ce que tu as des nouvelles idées ou des nouveaux outils que tu vas mettre en place, par exemple? Alors, déjà dans le recrutement, continuer à recruter des personnes qui ont envie d'être dans notre dynamique, de changer un petit peu les choses, d'amener des nouvelles idées, etc. Et du coup, plutôt partir sur continuer à améliorer le recrutement et continuer dans cette dynamique et l'objectif d'amener du management et du partage. En créant un peu, tu me disais, une sorte de... un peu comme un comité de direction qui n'existait pas encore vraiment, mais oui. où comme ça, tu aurais une espèce de socle un peu solide où chaque responsable pourrait diffuser un peu mieux tout ça. Exactement. On sait qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'autonomie sur le terrain et c'est ce qu'apprécient nos collaborateurs. Mais du coup, l'idée, c'est aussi de leur amener de la formation, ça c'est sûr. En management aussi, ça c'est prévu, d'avoir des vraies formations pour accompagner des personnes qui pourraient ou qui ont envie d'évoluer. Et puis, de créer un comité de pilotage qui soit fort, qui soit à l'écoute et qui continue son objectif d'amener de la nouveauté et du bien-être. Puisqu'on est écouté par à la fois d'autres professionnels, peut-être du secteur, mais d'ailleurs, est-ce que tu aurais sur toi ton ressenti, la manière dont tu as vécu cette aventure, un conseil, entre guillemets, à donner ou quelque chose que tu ne referais pas pareil ou que tu referais comme si? Ce serait quoi le conseil pour essayer de mettre en place ce type d'organisation? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut oser, ça peut être compliqué, c'est sûr. Ça n'a pas toujours été simple depuis 1 an. J'ai traversé aussi des périodes beaucoup, beaucoup moins simples. Mais c'est de garder toujours en tête son objectif, que c'est pour améliorer les choses, en fait, et qu'on travaille mieux tous ensemble. Donc, c'est vraiment de ne pas perdre l'objectif de vue et d'oser changer un petit peu les choses. Et savoir peut-être vraiment, au fond, pourquoi on fait ça, en fait. Je crois que c'est le fait d'avoir l'intention et le sens de tout ça qui t'aide à tenir, même quand ça renacle un peu, ou quand les anciens râlent un peu, quoi. Il n'y a pas que les anciens qui râlent. Il n'y a pas que les anciens, les jeunes aussi râlent un peu. Et dernier mot peut-être, parce qu'on est dans une période un peu parfois dense ou compliquée, les ressources humaines, elles sont impactées par plein d'enjeux, notamment quand on pense parfois à l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Comment est-ce que tu vois l'avenir des RH? Est-ce que tu restes positive vis-à-vis de ce secteur? Complètement. Moi, l'IA, ça me fait pas peur du tout. Je travaille avec quotidiennement. Ça m'aide pour des tâches qui parfois sont un peu chronophages. Je vais utiliser l'IA et faut toujours vérifier, bien sûr. Hein. Ça reste un outil qui va nous aider, mais on a besoin quand même de l'humain et de notre émotion. Mais du coup, non, ça me fait pas peur et je pense qu'au contraire, les RH, justement, il y en aura toujours besoin. Puis ça pourra jamais vraiment remplacer les savoir-faire, notamment dans l'industrie. Non, ça c'est impossible. Bon, très bien. Écoute, merci beaucoup Adélaïde d'être venue nous en parler et puis belle continuation à toi. Merci beaucoup.